Alors bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je commence notre série de la chimie pour les élèves du deuxième année baccalauréat scientifique. En commençant par la première partie concernant la vitesse d'une réaction chimique. Jusqu'à maintenant, vous connaissez en gros trois sortes de réactions chimiques ou de transformation chimique. Les réactions de combustion, les réactions acido-base basiques et les réactions oxydoréduction. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse à la réaction ou à des réactions d'oxydoréduction que nous avons vues l'année dernière. Alors, prenons ces deux exemples qui se trouvent dans ces deux photos-là. Dans la première photo, on observe ou là on constate que lorsqu'on laisse un manuscrit dans un lieu humide, il subit une dégradation peu à peu. Ce phénomène-là, c'est un phénomène d'oxydation lente. Dans la deuxième photo, vous observez ici des livres qui sont brûlés. Donc, qu'ils subissent une réaction ici de combustion. Donc, c'est une réaction aussi d'oxydation, mais c'est une réaction d'oxydation rapide. Alors, la question qu'on peut poser ici, comment peut-on accélérer et ralentir une réaction d'oxydoréduction? Alors, premièrement, faisons un rappel sur les réactions d'oxydoréduction qui sont vues aux premières années baccalauréat, l'année dernière. Et posons la question, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Bon, prenons un exemple. Cet exemple-là, c'est la réaction entre les ions argent, c'est-à-dire une solution du nitrate d'argent, Ag+, et NO3-, avec le métal cuivre. Réaction de Ag+, avec le métal Cu. Expérimentalement, cette réaction-là nous donne une arborescence d'argent métallique qui se dépose sur le cuivre. Et la solution prend une coloration bleue, c'est la formation des ions cuivre de Cu2+. Alors on peut premièrement écrire la réaction de cette transformation chimique directement. Bon, voilà, comme vous observez ici, l'équation de cette réaction-là, on peut l'écrire, c'est Ag+ comme réactif, c'est les ions d'argent, Ag+, Aq, plus le cuivre comme solide, qui nous donne l'argent, un dépôt, c'est un dépôt qui se forme sur le cuivre, sur le métal cuivre, plus la coloration bleue, c'est-à-dire plus les ions, formation des ions cuivre 2, Cu2+. En équilibrant l'équation, du point de vue atome et du point de vue charge, donc on aura ici 2, puisqu'il y a 2 plus, donc on aura ici 2 plus, donc 2Ag, donc ici aussi 2Ag. Il y a ici, premièrement, comme vous avez vu l'année dernière, les réactions d'oxydoréduction sont définies lorsqu'on parle d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, il y a réaction entre deux couples oxydant-réducteurs. Donc, ici, le premier couple, ici, c'est le couple Ag plus Ag. Le deuxième couple, c'est Cu2 plus Cu. Donc, premièrement, Ag plus, c'est-à-dire au cours de la réaction, se transforme en métal en gagnant un électron. Ça, c'est une réaction de réduction. Ag+ subit une réduction. Ag+, c'est-à-dire se transforme en Ag. Par contre, le cuivre Cu se transforme en Cu2+. Donc, il a subi ici une oxydation. Ag+, c'est un oxydant. Donc, un oxydant, c'est celui qui subit la réduction. Et Cu, c'est un réducteur. Ici, le réducteur subit une oxydation. Donc, on peut écrire ici les deux demi-équations d'oxydoréduction. Ag++ plus un électron qui donne Ag, on l'écrit avec double flèche. Donc, je commence ici par le réactif, ici c'est Ag+. La même chose ici pour le deuxième couple, je commence par le réactif, ici c'est le cuivre. Donc le cuivre, comme on a dit, il a subi une oxydation. Donc je l'écris comme ça, Cu donne Cu2+, plus 2 électrons. Vous voyez ici que le cuivre a cédé 2 électrons. Ces 2 électrons sont fixés par Ag+. Lorsque le cuivre libère 2 électrons, il lui faut 2 ions Ag+, pour qu'il fixe 2 électrons. Voilà ce qu'on peut dire de point de vue, le mécanisme réactionnel qui se fait au cours de cette réaction-là.
Donc, on définit ici un oxydant est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons, et un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons. Aussi, un couple d'oxydoréduction, qu'on le note OX-RED, est constitué par un oxydant et un réducteur conjugué, par exemple Cu2+, Cu ou Hg+, Ag, c'est-à-dire reliés par une écriture formelle appelée demi-équation d'oxydoréduction. On écrit en général l'oxydant plus un certain nombre d'électrons qui sont fixés par l'oxydant qui donne RED. Cette écriture-là, ça n'a rien à voir avec les réactions chimiques, mais seulement c'est une écriture formelle où on peut représenter une demi-équation d'oxydoréduction. Et enfin, une réaction d'oxydoréduction mise en jeu un transfert d'électrons du réducteur, par exemple, premier réducteur RED1 d'un couple oxydant-réducteur vers l'oxydant OX2 d'un autre couple oxydant-réducteur. Attention ici, toujours les réactions d'oxydoréduction, toujours un oxydant réagit avec un réducteur. Alors c'est impossible de dire qu'un oxydant réagit avec un oxydant, un réducteur avec un réducteur. Donc le RED1 réagit avec le RED1 du couple 1, réagit avec l'OX2 du couple 2, qui donne OX1 plus RED2. Et aussi ici, il y a A, B, C, D, ce sont des coefficients stéchiométriques qu'on peut les déduire en équilibrant la réaction chimique. Bon, on fait ici un petit exemple pour fixer un petit peu les idées. On va établir les demi-équations d'oxydoréduction du couple suivant dans un milieu acide. Car vous avez vu l'année dernière l'écriture des couples oxydoréduction. Dans le cas des métaux, par exemple, Cu2+, Cu ou Ag+, Ag, c'est très simple. Mais dans le cas où il y a des couples oxydoréduction dans un milieu, par exemple MnO4-, Mn2+, SO4-, SO2, CO2, H2CO4, tout ça, il nous faut une méthode pour écrire ces demi-équations d'oxydoréduction. Et c'est ça mon but ici dans cette petite application. Donc, pour le premier couple, SO4-, SO2, donc on a dit ici dans un milieu acide. Donc, dans un milieu acide, on va faire intervenir les ions H+. Lorsqu'il nous dit dans un milieu basique, on fait intervenir HO-. Donc, pour le premier couple, SO4-, SO2, voilà comment on établit une demi-équation d'oxydoréduction. Premièrement, on va écrire notre équation tout simplement de cette façon-là. SO4-, AQ plus N électrons dans SO2 AQ. Et on va essayer d'équilibrer suivant la loi de conservation des éléments chimiques dans les deux membres de cette équation-là. On va essayer de vérifier la conservation de l'élément soufre, qu'il soit assuré. Donc le soufre ici, il est équilibré. Donc un atome, donc pas de problème. Alors le problème qui se pose ici, c'est pour l'oxygène. Donc on a ici 4 atomes d'oxygène, c'est-à-dire de l'ion SO4-, et 2 atomes d'oxygène de SO2. Donc pour équilibrer l'oxygène ici, on fait intervenir l'eau. Pourquoi l'eau ici? Car le milieu qu'on travaille, c'est un milieu aqueux. Et le milieu aqueux, ça veut dire qu'il y a de l'eau en excès. Donc j'ajoute ici, dans ce cas-là, l'eau, H2O. Mais puisque ici il y a O4 et ici il y a O2, donc la différence ici, c'est 2 atomes d'oxygène. Donc pour cela, pour équilibrer l'oxygène, je dois ajouter 2 molécules d'eau. 2H2O. Alors, lorsque j'ajoute ici le molécule d'eau, 2H2O, donc on fait intervenir aussi ici l'hydrogène. Alors, dans ce cas-là, puisque le milieu est acide, donc le milieu contient des ions H+. Donc, j'équilibre avec les ions H+, dans l'autre membre. Donc, j'ajoute ici, dans ce cas-là, j'ajoute dans l'autre membre H+. Donc, combien de H+, que j'ajoute ici? C'est 4H+. Donc, ici, il y a plus. SO4-, plus 4H+, plus N électrons, donne SO2 plus 2H2O. Donc, pour les atomes, sont conservés. C'est-à-dire le soufre, l'oxygène, l'hydrogène sont conservés dans les deux membres. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème qui nous reste ici, c'est les charges. Donc, vous constatez bien que les charges ne sont pas équilibrées. Ici, il y a 0. Ici, il y a 2- plus 4+. 2- plus 4+, c'est 2+. Donc, pour qu'il soit aussi ici nul, c'est-à-dire 0, donc il faut que n soit égal à 2.
Donc, c'est-à-dire ici, il y a conservation de charge. Et enfin, on a écrit notre demi-équation. La même chose aussi pour la deuxième équation, c'est-à-dire CO2 qui donne H2CO4 AQ. Dans ce cas-là, je commence premièrement par l'équilibre du carbone. Donc, alors le carbone ici, dans le deuxième membre, il y a 2 atomes de carbone. Dans le premier membre, il y a un seul atome de carbone. Donc, j'ajoute ici, dans le deuxième membre, 2C. Donc, ce sera 2CO2. Donc, je vois ici que l'oxygène, pour les atomes d'oxygène, on a 4 atomes d'oxygène. Dans l'autre membre, on a 4 atomes d'oxygène, donc il est équilibré. Il nous reste l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, il y a 2 atomes d'hydrogène. Puisque le milieu est acide, donc j'ajoute dans le premier membre 2H+. Et j'équilibre les charges. Donc, les charges ici, dans le deuxième membre, c'est nul, c'est 0. Premier nombre, il y a 2 plus. Donc, pour équilibrer, j'ajoute 2 moins. Donc, le nombre d'électrons que je dois ajouter ici, c'est 2 électrons. Et voilà, notre demi-équation est équilibrée. On l'écrit de la façon suivante. Alors, maintenant, dans cette deuxième partie, essayons de savoir comment distinguer une transformation rapide d'une transformation lente. Alors, pour cela, essayons de interpréter des expériences. Bon, commençons par le premier exemple. On verse dans un tube à essai 5 cm3 d'une solution de sulfate de cuivre 2 et on lui ajoute quelques gouttes d'une solution de la soude. Donc, ce qu'on observe ici, qu'observe-t-on et quel est le nom du composé obtenu? Alors, l'observation qu'on fait ici, il y a un précipité d'un liquide de couleur bleue. C'est ce qu'on appelle l'hydroxyde de cuivre de CuOH2. L'équation de cette transformation chimique, c'est très simple, que les ions Cu2+ réagissent avec les ions hydroxyde HO- pour donner l'hydroxyde de cuivre CuOH2. La précipitation, la précipitation ici est-il immédiate ou progressive? La réaction est-il lente ou rapide? Donc, tout le monde connaît bien que la précipitation est immédiate. Donc, c'est une réaction très rapide. On peut définir une transformation rapide. Une transformation rapide se fait en une durée trop courte pour être suivie à l'œil ou avec les instruments de mesure usuels disponibles au laboratoire. Un autre exemple d'une transformation rapide, lorsqu'on verse de l'eau oxygénée sur la permanganate de potassium, donc la décoloration de permanganate de potassium est immédiate. La décoloration, c'est-à-dire il devient incolore, comme vous l'observez dans le bécher de la droite. Cette transformation chimique est aussi une transformation chimique rapide. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une transformation lente? Alors, voilà une expérience qui peut se faire au laboratoire avec des précautions, car on va utiliser ici de l'acide chlorhydrique molaire. L'acide chlorhydrique molaire, c'est-à-dire très concentré. Dans un bécher, on place 20 ml d'acide chlorhydrique molaire. On lui ajoute 20 ml d'une solution thiosulfate de sodium de concentration 0,2 mol par litre. On l'expose à la lumière blanche et on observe son contenu. Donc vous voyez bien ici les quatre photos ici de bécher, c'est la progression de la coloration de la solution qui est contenue dans le bécher, c'est-à-dire au cours du temps. Donc au bout de à peu près 3 minutes, vous observez que le contenu du bécher prend une couleur bleue à la fin, puis devient jaune. Et enfin, opaque. Donc voilà les 4 étapes par lesquelles passe cette coloration-là. Donc cette réaction-là, premièrement, il nous demande un certain temps. Donc c'est une réaction ici qui est lente. Bon, essayons de un petit peu interpréter cette expérience-là. De quoi est due l'évolution progressive de ce mélange réactionnel? Alors ce mélange réactionnel, il est dû à la formation d'une précipité des particules de soufre. Donc, le soufre qui reste en suspension et qui trouble peu à peu la solution qui devient opaque. Donc, il devient jaune, puis il change la couleur jusqu'à ce que la solution devient opaque. Les couples qui sont mis en jeu sont S2O3 2-, S
et aussi SO2, S2O3 2-. Premièrement, écrire l'équation de cette transformation chimique. Alors ici, l'ion thiosulfate apparaît dans les deux couples en tant que réducteur dans un couple et oxydant dans l'autre couple. On dit qu'il se dismute et la réaction d'oxydoréduction s'appelle la dismutation. Bon, alors quelle est cette réaction d'oxydoréduction? Donc on va écrire premièrement la demi-équation, première demi-équation, S2O3 2- Aq plus 6H plus 4 électrons dans 2S plus 3H2O. Donc la deuxième équation, c'est S2O3 2- plus H2O donne 2SO2 plus 2H plus 4 électrons. Alors, donc si je fais ici la somme de ces deux équations-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'équation de la réaction de dismutation de l'ion thiosulfate, car il joue une fois le réducteur, une fois oxydant. Donc 2S2O3 2- Aq plus 4H+, donc 2S plus 2CO2 plus 2H2O. Alors la dismutation de l'eau, de l'ion thiosulfate, est-elle immédiate ou progressive? La réaction est-elle lente ou rapide? Donc la réaction ici, comme vous l'observez ici, comme vous le constatez que la réaction de dismutation de l'ion thiosulfate en milieu acide est une transformation lente. Donc une transformation lente peut être suivie pendant plusieurs secondes, minutes, heures à l'œil ou par les instruments de mesure disponibles au laboratoire. Alors, maintenant, passons à la dernière partie de cette vidéo. C'est comment accélérer ou ralentir une transformation chimique. On va définir ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Alors, tout le monde connaît que l'évolution temporelle des systèmes chimiques dépend d'abord de la nature des réactifs qui sont mis en présence. D'autres paramètres peuvent également intervenir, par exemple la température, la concentration initiale, la pression, etc. Alors tous ces grandeurs-là qui agissent sur l'évolution, ou ce qu'on va voir, c'est la vitesse de l'évolution d'un système chimique, sont appelés des facteurs cinétiques. Alors commençons premièrement par l'influence de la concentration des réactifs. Alors prenons un petit exemple. En milieu acide, par exemple, on fait réagir des ions permanganate MnO4- Aq, c'est-à-dire solution de permanganate de potassium, lentement avec de l'acide oxalique, H2C2O4Aq. Alors ici, l'équation de la réaction, on peut l'écrire comme on a vu dans les exemples précédents. 2MnO4- plus 6H+, car dans un milieu acide, plus 5H2C2O4, donne 2Mn2+, plus 8H2O, plus 10CO2. Alors, pour faire cette petite expérience, on va disposer de solutions. Une solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration C1, 2 fois 10-3 mol par litre, et d'une solution d'acide oxalique C2 est égal à 0,500 mol par litre. Tout ça pour préparer, c'est-à-dire 3 mélanges différents de point de vue concentration des réactifs A, B et C. Mais ce sont de même volume. Donc, premièrement, on va préparer la première solution du bécher A, c'est-à-dire 5 ml de permanganate de potassium de concentration C1 plus 9 ml d'eau distillée, qu'on le met dans le bécher A. Et un tube à essai contenant 6 ml d'acide oxalique de concentration C2. Dans le bécher B, on met 5 ml de permanganate de potassium de concentration C1 plus 6 ml d'eau distillée. Et le tube à essai va contenir 9 ml d'acide oxalique de concentration C2. Et dans le bécher C, 5 ml de permanganate de potassium aussi, de concentration C1, plus 3 ml d'eau distillée et 12 ml d'acide oxalique de concentration C2. Donc vous allez remarquer bien, lorsqu'on calcule la concentration de permanganate de potassium, il va rester la même. Mais la concentration de l'acide oxalique va changer, car le volume total reste le même, toujours est égal à 20. Alors, l'expérience qu'on va faire ici, dans un premier temps, on mélange dans les trois béchers A, B, C, les volumes V1 et V2 de solution de permanganate de potassium et d'eau, puis on ajoute en même temps
hein, en déclenchant un chronomètre, les volumes V3. Ici, par exemple, 6 ml, ici 9 ml, ici 12 ml de la solution d'acide oxalique ou différents mélanges. Et on homogénise rapidement et on détermine pour chaque cas, pour chaque bécher, pour chaque mélange, la durée nécessaire à la disparition de la teinte rose. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans le bécher A, la durée de la disparition de la teinte rose et la durée ici est de 300 secondes. Dans le bécher B est de 160 secondes. Dans le bécher C et de 120 secondes. Alors, la première chose qu'on va faire, on va essayer de calculer la concentration de MnO4- initiale dans chaque bécher. Donc, si on fait le calcul, c'est-à-dire la concentration molaire de MnO4- initiale est égale à C2V1 sur le volume total qui est V1 plus V2 plus V3 qui est 20 cm3, c'est-à-dire 20 millilitres. Donc, si on fait ce calcul-là, on trouve 0,5 millimol par litre. Et on a dit que cette concentration, elle est constante dans les trois béchers. Bécher A, bécher B, bécher C. La concentration C2, c'est la concentration C2 qui va se changer. Donc, dans le bécher A, si on calcule cette concentration, c'est C1V3 sur le volume total, car on change ici, on varie V3. Donc, ici, V3, c'est 6 millilitres. 9 ml, 12 ml. Si on fait ce calcul-là, on trouve 0,150 mol par litre pour le bécher A, 0,225 mol par litre pour le bécher B et 0,225 mol par litre dans le bécher C. Donc on voit bien la concentration, c'est-à-dire initiale de C2H4O2, il augmente ici. Hein. Attention ici, j'ai ici une erreur. Donc ici, ce n'est pas MnO4-, mais C2H4O2. Donc il augmente lorsqu'on change le volume. Donc on voit bien ici que la concentration initiale de C2H4O2 initiale augmente. La durée diminue. Hein. La durée diminue, ça veut dire quoi? La durée diminue, ça veut dire que la vitesse d'évolution de du système, c'est-à-dire ici, il augmente. Donc, en conclusion ici, que la vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que les concentrations en réactifs sont plus importantes. En général, cette vitesse est indépendante des concentrations en produits de réaction. Alors maintenant, on va voir l'influence de la température. Donc, est-ce que la température est-elle un facteur cinétique? Donc, on va faire ici une expérience, c'est-à-dire on verse dans deux béchers A et B 10 ml d'une solution d'acide oxalique à 0,50 mol par litre et on laisse le bécher A à température ordinaire et porter le bécher B à 60 degrés Celsius à l'aide d'un bain-marie. Et on ajoute 3 ml d'une solution acidifiée de permanganate de potassium à 0,10 mol par litre dans chacun des béchers. Alors, qu'est-ce qu'on va observer ici? On va comparer les durées de décoloration TD de chaque mélange et on conclut. Donc vous voyez bien ici, ça c'est pour la température ordinaire, ça c'est pour une température de 60 degrés. Donc ce que vous observez ici, qu'à température ordinaire, donc le temps, c'est-à-dire le temps de la coloration ou de la disparition de la teinte violette ou rose, il est très lent, c'est-à-dire il demande un temps, c'est-à-dire une durée plus grande que celle dans le cas où la température est 60 degrés. Donc on peut conclure ici que dans le bécher A, la coloration persiste plusieurs minutes, tandis que dans le bécher B, il disparaît plus rapidement. Les deux systèmes ont la même composition initiale, mais évoluent à des températures différentes. Le temps de décoloration est d'autant plus faible que la température est plus élevée. La vitesse de disparition des ions MnO4- est plus grande quand la température est plus élevée. Cette conclusion, on peut le généraliser. La vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que sa température est plus élevée. Donc, vous voyez bien ici que la température est un facteur cinétique, c'est-à-dire qui influence la vitesse d'évolution d'un système chimique, la même chose que la concentration initiale de l'un des réactifs. Donc, une remarque ici importante, on va définir ce qu'on appelle
la trempe chimique. Alors, qu'est-ce que c'est que la trempe chimique? C'est-à-dire la trempe chimique qui consiste à ajouter de l'eau glacée au mélange réactionnel. Il y a quelques fois, là, dans quelques expériences, on a besoin c'est-à-dire on ajoute de l'eau glacée. Alors, l'eau glacée, la température est très basse. De plus, lorsqu'on ajoute de l'eau, c'est-à-dire on change la concentration. Donc, ici, il y a deux effets qui interviennent. L'effet de deux facteurs cinétiques évoqué ici, c'est qu'il bloque instantanément la transformation par abaissement de la température et aussi par dilution, c'est-à-dire diminution de la concentration. Cette méthode-là, cette opération-là, ça s'appelle la trempe. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.